Mi-juillet 2021, un consortium de médias a révélé que des personnalités politiques, des journalistes, des opposants ou encore des acteurs de la société civile ont été espionnés dans le monde entier grâce à un logiciel de piratage de smartphones baptisé Pegasus. La suite est connue, la panique s'est emparée des autorités politiques. Cette affaire d'espionnage numérique soulève plusieurs questions. Quel est ce logiciel de cyber-espionnage incriminé? Quels États sont clients? Qui sont les victimes? Que nous dit cette affaire sur le marché de l'espionnage numérique et l'Afrique dans tout ça? Où en sommes-nous? Éléments de réponse dans cette émission d'intelligence économique. Bonsoir. De retour sur le plateau, l'affaire Pegasus. Quels en sont les enjeux? Nous en parlons dans ce numéro d'intelligence économique. 3 invités sur le plateau avec nous. Docteur Alexis Kofi-Yeboah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences de gestion, Exact. Également consultant à l'école de commerce et de gestion ECG ici à Abidjan. Exact. Merci de nous rejoindre, spécialiste en intelligence économique également. Merci. Et puis une dame sur le plateau, docteur Tanobian Janine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit public. Vous êtes enseignante à l'université d'Abidjan. Oui. Et puis, vous faites partie du CNED, de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes également consultante en cybersécurité chez DPSE. DPSE Group, c'est un cabinet? C'est un cabinet de mise en conformité des entreprises à la protection des données à caractère personnel qui fait de la cybersécurité, qui fait également de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Alors c'est un cabinet qui est ivoirien, qui est installé en Côte d'Ivoire, oui, et qui s'occupe d'accompagner les entreprises, de les former sur ces problématiques-là. Et il a à sa tête Léon Brandré, qui est lui-même diplômé de l'école informatique numérique de Paris. Merci, docteur Tanobian. Et sur le plateau, monsieur Sadia Douzou, bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles Sibaï. Vous êtes spécialiste en intelligence économique et stratégique. Vous êtes aussi directeur associé du cabinet Competitive Analysis. Competitive Analysis. C'est un cabinet d'intelligence économique. Un cabinet d'intelligence économique. Un cabinet ivoirien. Un cabinet ivoirien. Merci, chers consultants, chers invités. Alors, le sujet est d'actualité, l'affaire Pegasus, une affaire d'espionnage numérique. Alors, parlez-nous de cette affaire. De quoi s'agit-il, Sadia? Bien, merci beaucoup, Jean-Charles Sibaï. Cette affaire qui a commencé, c'est l'affaire Pegasus, qu'il faut l'appeler ainsi. Pegasus, ça c'est le mot en anglais, le nom en anglais, mais on dit Pégase. Pégase est un cheval de la mythologie grecque, c'est un cheval ailé, blanc de façon générale et qui symbolise de façon générale la sagesse. Alors donc, Pegasus est un logiciel qui a été développé par une start-up israélienne du nom de NSAO. Et cette start-up a été créée en 2011 et elle a créé ce logiciel-là, qui est un logiciel espion, qui s'introduit dans les téléphones portables à travers les failles des systèmes d'exploitation. Et lorsque ce logiciel-là s'est introduit à l'intérieur des smartphones de façon générale, il happe toutes les informations qui s'y trouvent, notamment tous les messages écrits, toutes les photos, les images et toutes les données à caractère personnel qu'on peut retrouver dans un téléphone portable. La particularité de ce logiciel espion, c'est que dans la toute première version, le logiciel s'introduisait dans les smartphones à travers les messages qui étaient envoyés aux utilisateurs, et lorsque vous cliquez sur le message, ça permettait de s'installer. Mais maintenant, avec la nouvelle version, est que le logiciel n'a plus besoin d'avoir l'autorisation de l'utilisateur avant de s'introduire dans un téléphone portable. Et il peut s'introduire dans un téléphone portable sans laisser de traces. Et même quand il laisse des traces, il a la possibilité d'effacer ces traces,
Chose encore que je voudrais ajouter, c'est que ce logiciel permet à distance d'actionner un téléphone portable, c'est-à-dire dans le téléphone portable, il permet d'actionner et à la fois les caméras, c'est-à-dire la caméra qui se trouve dans le téléphone portable pour prendre des photos. Et il permet aussi à distance d'espionner aussi tous les messages, c'est-à-dire les messages vocaux, toutes les conversations qui sont enregistrées dans un téléphone portable sans se faire remarquer. Ok, merci. Docteur, ce logiciel, est-ce qu'il est nouveau? Ben, il n'est pas nouveau. Parce qu'avant ce logiciel, il y avait d'autres logiciels qui faisaient le même travail. Seulement, celui-là a la particularité d'être un peu plus performant. Et ce que M. Sader vient de dire, ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est un malware, c'est-à-dire c'est un cheval de Troie, qui est capable aussi de déclencher tout seul la capacité d'enregistrement du smartphone. Donc, vous voyez un peu, et comme il est basé sur l'intelligence artificielle, donc il est plus élaboré que les autres. Et je dis qu'il n'est pas nouveau, parce que même la surveillance n'est pas nouvelle. Si vous permettez que j'aille un peu plus loin. Allons-y, docteur. Avant Pegasus, on avait la surveillance générale des citoyens, mais ce n'était pas des choses qui étaient faites de façon si fine. Par exemple, le système échelon qui regroupe les pays comme le Canada, les États-Unis, UK, la Nouvelle-Zélande, ce système permettait déjà d'écouter les conversations de bateau à bateau, d'avion à avion, depuis le sol jusqu'à l'air, jusqu'à l'espace. Donc, ce système était là depuis très longtemps. Ça, c'est depuis 1947. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les hommes sur la Terre sont écoutés et espionnés. Mais Pegasus, en tout cas, a été monté par des experts qui ont utilisé la capacité de l'intelligence artificielle et surtout la capacité, aujourd'hui, nous sommes passés, on parle de 5G. Donc, c'est un logiciel qui est extrêmement performant. Voici un peu la différence. Et surtout que ce logiciel permet de suivre de façon ciblée les individus. C'est-à-dire que si vous êtes recherché, à part de votre numéro de téléphone, on peut vous surveiller, on peut écouter tout ce que vous faites dans votre chambre à coucher, on peut savoir qu'est-ce que vous faites dans votre travail, on peut savoir tout sur vous. À l'origine, il n'était pas fait pour cela, il était fait surtout pour surveiller les personnes qui posent des actes malveillants, notamment les terroristes, les pédophiles, mais vous savez que de là à détourner l'usage, on va dire, éthique à un autre, c'est tout à fait facile. Ok, merci. Alors, docteur Tanobian, on peut dire, Pegasus, c'est bon, puisque, comme le docteur l'a dit, à l'origine, c'est pour traquer les terroristes. Oui, effectivement, à l'origine, c'est pour traquer les terroristes, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une problématique où il a été détourné de son objectif premier. Alors, s'il a été détourné de son objectif premier, c'est-à-dire qu'il peut surveiller n'importe quel habitant, toutes les personnes dont les smartphones vont être infectés. Donc, on se rend compte aujourd'hui qu'on est dans une surveillance généralisée. Finalement, elle n'est plus encadrée. Alors que le renseignement est un domaine qui, en principe, est encadré, qui respecte des principes, qui respecte les accords qui existent entre les États. Sachant que c'est pas nouveau en tout cas, c'est pas nouveau sur la Terre que les États, entre eux, peuvent s'espionner, mais il y a des limites. Il y a un cadre légal en fonction des accords qui existent entre les États, mais aussi en fonction des règles auxquelles les États sont partis. Alors, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, pour être un peu plus complet sur la question, c'est que le logiciel Pegasus a la possibilité, c'est-à-dire la fonction GPS peut être activée. Donc, ce qui veut dire que lorsque ce logiciel espion, ce spyware est dans un téléphone portable, la personne qui est ciblée, en tout cas, est suivie partout à la trace, c'est-à-dire qu'on peut la suivre à partir de là où elle est. Il faut signaler aussi que c'est un logiciel qui est adopté par plusieurs pays, plus de 55 pays, dont des pays de l'Union européenne. Bon, le pays qui est le plus cité actuellement, c'est un pays comme la Hongrie. Voilà, donc il faut ajouter aussi que l'affaire Pegasus, effectivement, le lièvre a été levé
par un consortium de journalistes internationaux regroupés sous la bannière de l'ONG, d'une ONG dont le nom est Forbidden Stories, qui est créée en 2015, je crois, en France. Et en plus de cela encore, cette ONG travaille avec Amnesty International et puis 16 grandes rédactions. Alors M. Sadia, vous avez la parole. Hein. Oui. Alors, si ce logiciel Pegasus, Oui. à vous écouter, c'est normal, un logiciel d'espionnage et tout, mais qu'est-ce qui fait le scandale? Ben, ce qui fait le scandale, parce que vous avez parlé de légal tout à l'heure, ce n'est pas normal. Et docteur Tanobia a dit tout à l'heure que les activités des renseignements dans un pays, ce sont des activités régaliennes, qui sont des activités tout à fait normales. Mais le fait de s'introduire, d'utiliser un logiciel espion qui ne laisse pas de traces, n'est pas, c'est une activité qui n'est pas légale. Non, mais un logiciel espion ne doit pas laisser de traces. Je veux dire, c'est un peu normal. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. En fait, elle ne laisse pas de traces. Dans le téléphone, la personne qui est ciblée, par exemple, ne sent pas qu'elle est espionnée. Mais pourquoi je dois savoir que je suis espionné? Pour être espionné, justement, il ne faudrait pas que je le sache. Oui, mais enfin, je suis en train de dire, par rapport aux autres, docteur a parlé tout à l'heure d'autres logiciels d'espionnage qui laissent des traces. Ça, je parle sous le contrôle des techniciens qui ont dit que ces logiciels, lorsque vous lisez la littérature qui est relative à cette problématique-là, ce logiciel, lui, spécialement, ne laisse pas de traces. Et même quand il en laisse, il a la possibilité de se réguler et de faire en sorte de pouvoir l'effacer. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir. Mais il semble, d'après selon les experts, que lorsque, par exemple, certains téléphones, de façon normale, dans les conditions habituelles, sont sous écoute, il y a des indices qui permettent de savoir que des téléphones sont sous écoute. Mais le cas de ce spyware-là, de ce logiciel malveillant d'espionnage téléphonique, surtout il faut le préciser, il est indétectable et par les personnes qui sont victimes de ces écoutes-là. Apparemment un logiciel de dernière génération. Alors, docteur Tanobia, qu'est-ce qui fait scandale? Ce qui fait scandale, c'est qu'il y a la problématique de consentement qui n'existe pas. C'est-à-dire que Pegasus est un problème aujourd'hui parce qu'il va remettre en cause les relations même diplomatiques. Vous voyez que c'est un logiciel qui est mis en place, on va dire, à la base, pour pouvoir permettre de retrouver des criminels. Mais si vous l'utilisez à d'autres fins que retrouver des criminels, implicitement, soit vous traitez votre corrélation, c'est-à-dire la personne avec qui vous êtes en relation de criminel, ou alors vous mettez en tout cas en faille la confiance qui existe entre vous. Donc il y a des enjeux diplomatiques, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques. Donc aujourd'hui c'est un problème parce que un programme qui rentre de manière insigneuse, sournoise dans vos téléphones, que vous ne maîtrisez pas. Donc, en fait, vous êtes constamment surveillé à votre insu. Donc, ça pose le problème de la protection des données à caractère personnel. Tout à fait. Ça pose le problème de la surveillance qui est tout à fait généralisée. Alors que si on me surveille, c'est parce qu'on devrait avoir des indices qui vont concorder vers une incrimination. Finalement, on surveille tout le monde et n'importe qui, alors que la personne n'est même pas dans les dispositions prévues pour être surveillée. Donc, ça pose vraiment le problème de liberté. Ça pose le problème de protection des données. Donc, ça pose plusieurs problèmes à plusieurs niveaux. Mais ce qui fait scandale, même ça, il faut l'ajouter, c'est la qualité des personnes qui sont ciblées. La qualité, ce sont des journalistes, ce sont aussi des hommes d'affaires, ce sont des athlètes, ce sont des avocats, ce sont des magistrats. Et vous savez que, bon, vous savez plus que les médias aujourd'hui participent, je veux dire, à ce qu'on appelle la liberté de la presse aujourd'hui. Quand on prend le cas du Mexique, par exemple, au Mexique, il y a environ 15 000 journalistes qui ont été, dont les téléphones ont été ciblés par ce logiciel. Ça, c'est presque tous les journalistes du Mexique. Oui, presque tous les journalistes. Espionnés grâce au logiciel Pegasus. Oui, le journaliste saoudien qui est décédé, Ramal Khashoggi, qui est décédé, c'est après avoir été espionné par le logiciel Pegasus qu'on s'est rendu compte que son assassinat est intervenu. Il y a eu bien d'autres cas dans d'autres pays, notamment ici, pour parler des pays, il y a eu des pays africains, 7 pays africains, puis bien d'autres pays encore. Je vous parle des 50 États. Donc je veux dire que c'est la qualité de ces personnes-là, parce que les journalistes, d'abord, ce sont des personnes qui mènent des enquêtes, qui ont besoin de protéger leurs sources. Et puis, en plus de cela, donc, le travail des journalistes, c'est de participer à la moralisation de la vie publique. Dès l'instant où les journalistes
font ce travail-là et que ce travail-là peut toucher parfois, parce qu'on sait que les journalistes ont fait tomber plusieurs fois des hommes, des personnalités sur le plan politique, etc. etc. Donc, l'objectif du logiciel, l'objectif des bases qui était, un objectif qui était évidemment légal, noble, qui était de traquer les terroristes, a été dévoyé par les personnes qui ont utilisé ce logiciel-là. Donc c'est la qualité de ces personnes-là. Personnes qui ont été, ce sont des hommes publics. Voilà. Merci beaucoup. Alors, docteur. Et même le président français, je vais dire, aurait été ciblé. Nous y reviendrons. Alors, docteur, une start-up israélienne, donc une société privée, crée un logiciel. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Elle vend à des États. Exact. Et les États espionnent. Oui, bien sûr. En fait, lorsque le logiciel a été créé, il n'est pas vendu sans l'accord de l'État israélien. Parce que c'est un instrument de puissance, un instrument de géostratégie. Donc, lorsque le logiciel est vendu, ça a bien entendu avec l'accord de l'État israélien. Et donc, est-ce à dire que la start-up qui a créé Pegasus travaille avec l'État israélien et c'est l'État israélien qui lui dit de vendre à tel et tel pays? Ah oui, exactement. C'est l'État israélien qui l'autorise à vendre à tel ou à tel client. Sachez que cette petite start-up, par sa taille, fait presque 300 millions de dollars par an de chiffre d'affaires. Donc c'est une affaire qui est bénéfice. Voilà, qui est intéressante pour le pays. Et aussi l'État israélien a près de 8200 hackers qui travaillent à fabriquer des produits de ce type qu'on peut vendre pour montrer la puissance. Et c'est tellement normal parce que Israël même est un pays, c'est le seul pays au monde qui a, tous ses voisins sont ses ennemis presque. Tous ses voisins sont en tout cas, cet État, si elle n'a pas la capacité de faire de la surveillance, de la veille, elle ne peut pas, cet État ne peut pas survivre. Donc cet État a développé une certaine capacité à créer des outils pour lui permettre de... Parce que l'information est stratégique. Le logiciel cherche quoi? Le logiciel cherche l'information à valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle en termes économiques l'information de type grise, qu'on ne peut pas avoir de façon normale. Donc, l'État israélien l'utilise comme une arme. Si l'État israélien a envie d'avoir des informations sur un autre État, bien entendu, on facilite la vente. Cet outil est tellement important, est tellement puissant pour un pays, parce que imaginez lorsqu'on veut faire par exemple des appels d'offres, ou on veut vendre une entreprise, on veut faire des fusions à acquisition. Voici un instrument qui permet d'avoir l'information avant même l'adversaire. Donc c'est pour cela que c'est un outil intéressant d'un certain point de vue, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on est en train de sortir du domaine de la loi. Tout à fait. Voilà, on fait des choses illégales et ça c'est pas normal. Ok. Et je veux juste terminer. M. Saadi a parlé des pays européens, mais les pays africains même sont dedans. Nous avons tout près de nous ici le Togo, l'État togolais qui a été cité, la RDC. Donc l'État togolais a acheté ce logiciel. Oui. Bon, pour surveiller ses citoyens certainement. Oui. 7 pays africains. 7 pays africains. L'évêque de Palimé est sur la cible de ceux qui ont été espionnés avec. Donc c'est un outil qui a été dévoyé parce que de tout le temps sur cette terre, les gens veulent savoir ce que pensent les autres. Et dans les pays où la démocratie n'est pas encore bien ancrée, c'est un instrument puissant pour aider à surveiller les opposants, ceux qui empêchent de tourner en rond, les experts des droits de l'homme et autres, les ONG qui passent leur temps à dénoncer les choses qu'on ne peut pas avouer. C'est un instrument puissant. C'est pour ça que l'État israélien, c'est un moyen aussi de pouvoir contrôler les autres pays en fait. Okay. Oui, mais le renseignement, nous sommes actuellement rentrés dans ce qu'on appelle l'économie numérique. Nous sommes entrés dans l'économie numérique et nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la cyberguerre entre les puissances aujourd'hui. Tout à fait. Donc, l'activité d'espionnage et de renseignement est une activité régalienne. On l'a dit, elle est purement régalienne. C'est l'État qui écoute. Donc, je veux dire,
l'État peut utiliser des acteurs privés, mais lorsqu'il s'agit de vendre les informations ou bien soit par exemple de contracter avec un pays, et c'est l'autorisation est donnée par l'État. Donc dans le cas de NSO, je vais dire que comment sont recrutés les hackers qui travaillent pour NSO? Ce sont des militaires qui travaillent dans ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Parce qu'il faut savoir que ce soit aux États-Unis, en Chine et en Israël, il y a ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Donc ce sont des militaires de la fameuse unité U8200, qui est une armée d'hackers. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de cyberguerre. Donc quand on parle de cyberguerre, donc il y a l'armée numérique qui est là. Et chaque pays, tous les grands pays aujourd'hui sont en train de se positionner pour créer non seulement des armes de destruction, des armes de défense physique, mais aussi des armes numériques, des armées numériques. Donc dans ce cas-là, cette activité-là est une activité qui est liée directement, j'avais dit, au gouvernement israélien. Donc, je vais dire que NSO ne peut passer aucun contrat avec un pays extérieur parce que les contrats d'espionnage ne se passent qu'entre pays, ne se passent pas entre les privés, de peur que cet instrument ne tombe entre des mains qui ne sont pas des mains, je vais dire, très, très, très sérieuses. Donc, dans le cas d'espèce, NSO travaille en étroite collaboration avec le gouvernement israélien. Ok, docteur Tanoubian, on va revenir un peu sur le droit. Est-ce que le droit interdit ce genre d'activité? Quand vous dites le droit interdit, le renseignement n'est pas interdit en droit, mais il doit être encadré, comme je le disais. Vous ne pouvez pas vous permettre en principe, vous ne pouvez pas vous permettre de surveiller un territoire extérieur sans qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait des indices en principe qui vous portent vers la surveillance. Mais les États le font, c'est autorisé. On va dire, c'est pas autorisé, c'est toléré. Mais dans les textes de loi, par exemple, s'il n'y a pas d'accord, il y a des accords qui existent entre les États. Il y a des accords, il y a des traités. C'est sur la base de ces traités, des rapports diplomatiques là qu'en principe les États fonctionnent. Mais il n'y a pas écrit noir sur blanc, c'est interdit dans telle disposition, c'est toléré parce que entre les États, c'est un peu comme entre les entreprises. Vous allez dire par exemple, je suis une entreprise A, je vois l'entreprise B qui est en train d'avoir beaucoup de clients, vous allez faire de la veille, vous allez faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle pour trouver par exemple des mécanismes ou les procédés qu'elle utilise pour pouvoir avoir l'avantage concurrentiel. Les États se comportent de la même manière. Et pourtant, les États ont des accords. Ils ont des accords entre eux. Vous allez regarder par exemple dans le corpus de loi ivoirienne, vous n'allez pas trouver un texte où on a écrit que c'est le texte de renseignement pour aller surveiller. Non, non, ça, c'est pas possible. Mais vous avez les accords qui existent entre les États et qui obligent justement les États à suivre une certaine ligne de conduite en matière de renseignement. Vous allez voir que très souvent, on va essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire des accords entre deux États et puis en même temps, on va faire des accords multilatéraux entre les États d'une même zone. Pour pouvoir encadrer justement, on parle aujourd'hui de coopération judiciaire, c'est justement ce cadre-là. Quand on parle de coopération judiciaire, je prends un exemple en matière de cybercriminalité. Quand on parle de coopération judiciaire, c'est que la Côte d'Ivoire va travailler avec le Sénégal, va travailler avec le Burkina, de manière à ce que s'il y a un cybercriminel qui est pris en Côte d'Ivoire et qu'il est en fait au Nigeria et qui passe par le Ghana ou un autre pays, on puisse donner l'information pour pouvoir utiliser cette information. Dans ce cadre-là, il y a des accords qui existent entre les États pour pouvoir réguler le renseignement dans le cadre de la coopération judiciaire qui existe entre les États. Ok. Alors, docteur, je constate qu'il y a un véritable marché du renseignement, de l'espionnage numérique. Et parlons-nous de ce marché, de sa composante. Ben, c'est un marché très important. Ce marché a référence avec tout ce qu'on appelle le big data. D'abord, je vais donner juste un seul chiffre. Le marché du big data en 2020 est évalué à peu près à 1,600 millions de dollars. Milliards de dollars, excusez-moi. Milliards de dollars. C'est-à-dire 8% du PIB européen. Donc c'est un marché très important. Et ce marché comporte tous les cabinets de renseignement,
tous les fabricants de logiciels, tous ceux qui sont inventeurs de technologies. Donc c'est un marché très, très, très important. On a dit ici sur ce plateau que nous sommes dans l'ère du numérique et que le pétrole de ce siècle, ce serait les données à caractère personnel et tout ce que nous avons. Parce qu'en fait, avec les données, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Et donc, c'est un marché extrêmement important. Et malheureusement, dans ce marché, l'Afrique ne pèse que 0,000 epsilon%. Bref, je vais m'arrêter sur ça, mais c'est un marché qui regorge tous ceux qui fabriquent les logiciels, tous ceux qui inventent les drones, les satellites, les mouchards et tout ce que vous pouvez imaginer, tous les gadgets d'espionnage qui existent, qui ne sont pas des choses même chères, hein. Des trucs qui coûtent 20 euros, 10 euros, c'est des choses, c'est des gadgets qu'on trouve facilement sur Internet. Donc c'est un marché très, très, très important. En dehors de ce marché direct, il y a, on va dire, il y a l'impact, ou bien comment dire, il y a l'effet induit de ce marché. C'est un objet de puissance économique et d'influence, tout simplement. Si vous pouvez savoir à l'avance ce que pense le chef de l'État français, mais vous pouvez savoir plein de choses, d'autant plus que c'est la 5e puissance économique du monde. Si vous pouvez savoir ce que pense d'avance le président de la République de Côte d'Ivoire, le président de la République du Togo, mais vous avez accès à tout, les matières premières de ce pays, avant même que les accords ne soient signés, vous êtes déjà informé. Donc voici les effets. On peut passer même des heures à citer, mais simplement le fait qu'on parle de 1,600 milliards de dollars comme chiffre en termes de masse monétaire liée à la big data, ça suffit. Et ça ne fait que en s'augmentant. Parce que nous sommes en train de passer à la 5G, donc les outils s'améliorant, donc le marché ne fait que grossir en fait. Et je pense que vraiment on peut juste s'arrêter là. Alors non, c'est un gros business, la technologie d'écoute. Oui, dans les technologies d'écoute, vous avez parlé des technologies d'écoute, mais particulièrement comme nous sommes en train de parler du sujet de Pegasus et particulièrement des logiciels d'espionnage téléphonique, parce que c'est un marché qui est segmenté en plusieurs marchés. Alors donc je vais dire que effectivement, c'est un marché, c'est un véritable business qui existe. Il y a dans lequel par exemple vous avez des fournisseurs de logiciels. Et dans ce marché-là, c'est un marché où les 5 premières entreprises les plus puissantes dans ce marché, ce sont les entreprises israéliennes. Parce qu'Israël est considéré un peu ce qu'on appelle la Startup Nation. C'est un pays qui a décidé de mettre le numérique à un très haut niveau, de sorte que Pegasus est un peu l'arbre qui cache un peu la forêt. Sinon, il y a tout un florilège, je vais dire, d'organisation. Il n'y a pas qu'un SO. Il n'y a pas que qu'un SO, il y a d'autres choses. Quand ceux qui sont partis par exemple au récent salon Shield Africa ici, qui ont pu voir, il y a par exemple une entreprise comme Camera, par exemple, qui est une entreprise israélienne dont le secteur est de protéger les téléphones portables contre les attaques. Par exemple, il y a une autre entreprise aussi, la Moshidek aussi, qui est une entreprise, mais elles sont pratiquement toutes israéliennes. Donc je vais dire que ce marché-là aussi est dominé par cela, mais c'est un marché pratiquement sur lequel il y a une sorte de voile pudique qui est jeté un peu, de sorte que vous allez voir, quand vous allez consulter les documents sur le marché, sur l'affaire Pegasus, vous allez voir que depuis près d'un mois, il n'y a pratiquement plus de communication sur cette affaire. Pratiquement près d'un mois. On va en parler. Alors, docteur Tanoubian, le consortium de journalistes a accusé le Maroc d'avoir espionné le smartphone du président français. Alors, c'est curieux. 2 pays amis qui se surveillent. Enfin, le roi du Maroc a démenti et ils veulent même intenter un procès au consortium. Mais là, et voilà, c'est révélé. Et comment analysez-vous cela, qu'un pays africain, un pays ami, espionne un autre pays ami? Alors, l'analyse ici qu'on peut faire, c'est que un État qui est accusé va se défendre. Il va se défendre avec les moyens que lui donne la loi. Vous accusez une personne
vous n'avez pas de preuves. Donc l'État ou la personne qui est accusée va vous dire très bien, vous estimez que j'ai posé tel acte, donnez-moi la preuve. Et c'est ce que l'État marocain fait. Mais l'État marocain est en train de dire aux journalistes que peut-être vous avez avancé, mais j'ai mon mot à dire. J'ai une liberté d'expression ici, j'ai une souveraineté qui est bafouée dans la mesure où vous n'avez pas les preuves, vous m'accusez. Donc l'analyse ici qu'on peut faire, c'est que c'est vrai que c'est un État africain, mais c'est un État quand même qui a un accord, qui est ami avec l'État français, qui est une puissance. Donc on n'espionne pas ses amis quand même. En principe, on n'espionne pas ses amis. Voilà, dit en principe. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que récemment, justement, il y a eu l'approche des différents ministres, il me semble, en matière d'économie et d'industrie, qui ont échangé sur la possibilité de faire évoluer les aspects de leurs accords. Donc, les aspects des accords. Et ça, c'était en 2020. Fin 2020. Donc, qui ont évoqué justement la possibilité de faire évoluer leurs accords sur le terrain industriel, sur le terrain de l'industriel et du numérique. Donc ça paraît quand même curieux que cette affaire explose de cette manière-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme élément par rapport à l'analyse. Docteur, le Maroc vient tenter un procès. C'est ça. Non, je pense que bon... C'est une bonne stratégie? Non, c'est juste... le Maroc ne peut pas faire autrement que de dire ceci. Ce sont des déclarations. Mais c'est entre amis. Et souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, lorsque Edward Snowden a révélé que Mme Merkel est espionnée par les États-Unis et que Hollande, c'est allé où? Enfin, si on veut parler un peu comme chez nous ici, ce n'est pas allé loin. Parce qu'en fait, en général, les États ont l'habitude. C'est-à-dire que dans l'espionnage... De s'espionner. Exactement. Donc, c'est des pratiques qui sont très courantes. C'est pour ça que c'est toléré. Voilà. Donc seulement, il ne faut pas se faire dévoiler. Donc, c'est des pratiques qui se font de tout le temps. Nos pays africains sont espionnés. Les pays européens espionnent tous les jours ici. Ils ont du renseignement humain. Ils ont même des hommes au sol. Ils ont même des installations spécialisées au sol dans tous les pays africains. C'est une habitude. C'est de bonne guerre que le Maroc aussi, étant très avancé dans ce domaine aussi, essaie de se préparer à anticiper. Je veux dire, il s'agit de capter l'information grise. C'est ça d'abord. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre est basé sur l'information stratégique. Donc le Maroc en a besoin pour construire sa puissance et c'est de bonne guerre. Alors, mais dans ces derniers temps, on assiste à un rapprochement entre le Maroc et Israël, n'en déplaise aux autres pays arabes. Est-ce que cela ne s'inscrit pas quelque part dans ce contexte? Alors je donne un logiciel à mon ami et tout, parce que le Maroc est maintenant ami avec Israël. Non, il faut analyser même dans la géopolitique. Le Maroc a intérêt à se rapprocher d'Israël. Israël lui donne les moyens parce que le Maroc a un sujet tabou. Le Maroc ne veut pas qu'on parle du Sahara occidental. Parce que c'est quelque chose qui est acté. C'est un territoire marocain selon le Maroc, même s'il y a les indépendantistes qui se battent. Donc, du coup, en mettant cet outil à la disposition du Maroc, le Maroc se donne encore les moyens de continuer à proclamer son hégémonie sur ce territoire. Et ensuite, le Maroc a besoin de savoir ce que pensent ses alliés par rapport à cette question. On n'espionne pas que les ennemis. Non. On espionne les amis. On espionne les amis. C'est toléré. Voilà. Comme docteur Tanobian le dit, c'est toléré. C'est vraiment ça. L'espionnage industriel, c'est vrai, est puni par la loi. Mais comme je pense que je parle sous le contrôle du docteur, l'État est la seule entité qui a ce qu'on appelle qui peut faire de la violence de façon gratuite. C'est-à-dire l'État, on ne peut pas punir l'État comme ça. L'État a des privilèges. Et le renseignement, c'est le domaine de l'État. Ce qu'un chef d'entreprise ne peut pas faire. Un chef d'entreprise ne peut pas faire du renseignement. Un chef d'entreprise, il fait de l'intelligence économique. Mais l'État a le monopole de la violence. L'État a le monopole de ses choix. Donc, l'État cherche partout. Donc, les alliés s'espionnent entre eux
ils espionnent aussi leurs ennemis et ça permet de construire. Parce qu'il faut toujours... l'exemple typique, c'est ce que Edouard Snowden nous a permis de savoir. Est-ce que vous savez qu'avec le programme PRISM, tout ce que nous avons aujourd'hui là, tout ce que nous avons, que ce soit Yahoo, Google, Skype, tout ça, les serveurs sont ouverts aux services de renseignement américains. C'est systématique. Donc, dans le monde où nous sommes espionnés déjà d'avance. Ce qui fait la différence cette fois-ci, c'est que c'est un État qui est de l'Afrique qui a espionné un pays avancé. Oui, voilà. C'est ça. Et aller plus loin, quand même, aller jusqu'à espionner le chef de l'État. Voilà. Mais c'est de bonnes guerres. Les autres puissances font de même. Ok. Ouais, mais je veux dire que le cas du Maroc, par exemple, vous voyez, le logiciel espion Pegasus c'était un moyen, comme Dr Yeboah l'a dit tout à l'heure, c'était un moyen qui permet, c'était un moyen de puissance. Que par exemple, Israël utilise cela un peu un genre d'outils dans le domaine de la cyberdiplomatie. C'est-à-dire, par exemple, dans le développement des relations entre Israël et les autres pays, le fait de fournir les services de Pegasus pour permettre au pays, soit par exemple de traquer les opposants ou bien de traquer certaines personnes qui sont gênantes pour la sécurité intérieure d'un pays, cela fait partie aussi des transactions que les pays ont. Vous avez dit l'expression, hein? Oui. La cyberdiplomatie. Effectivement, c'est de la cyberdiplomatie. Voilà, sur la sécurité. Effectivement. Le privilège de la sécurité. Effectivement, Pegasus, par exemple, est un outil utilisé par Israël dans le cadre des relations diplomatiques avec les autres États. C'est-à-dire que vous pouvez acheter du matériel de surveillance avec Israël et en bonus, on peut vous offrir, par exemple, le logiciel de surveillance qui est un logiciel très sophistiqué d'État. On peut vous fournir Pegasus étant comme un élément qui accompagne par exemple, le contrat. Vous savez, il faut savoir aussi que historiquement, quand même, il y a une petite communauté de Juifs au Maroc. Et donc, il était dans l'intérêt stratégique du Maroc, par exemple, d'Israël et le Maroc, de normaliser leurs relations. Et donc, vous avez posé la question de savoir si on s'espionne entre les États. C'est le contraire qui aurait été voilà, parce qu'il ne faut pas être surpris. Que ce soit un État, une entreprise, il faut se mettre en situation pour ne pas être surpris. Et les pays s'espionnent. Et Dr Yeboah l'a dit tout à l'heure, effectivement, lorsque vous voyez que dans ce débat, on n'a pas beaucoup parlé de la NSA. La NSA, c'est l'agence spécialisée du gouvernement américain qui est chargée d'écouter toutes les conversations téléphoniques à travers le monde, c'est-à-dire tous les éléments magnétiques, que ce soit les emails, tout ce qu'on envoie comme étant bande magnétique à travers le monde est écouté et happé par cette grande organisation. Donc, parmi les réactions que nous avons observées dans l'affaire Pegasus, vous allez voir rarement voir officiellement, je vais dire, soit par exemple un membre du gouvernement américain intervenir, parce que ça rentre dans l'ordre normal des choses et que donc on n'a pas beaucoup parlé de la MSA. Bon, docteur a parlé du programme PRISM et un autre programme. Ce sont ces programmes-là qui permettent à ces entreprises comme Facebook, Google, Apple, toutes ces entreprises-là travaillent dans le complexe militaro-industriel américain. Toutes ces organisations travaillent avec le gouvernement américain. Voilà. Merci. Alors, docteur Tanoubian, et l'Afrique dans tout ça? Quand on voit que les grands pays s'espionnent, même entre eux, on se dit, bon, nous les pays africains, nous sommes loin, hein? Nous sommes victimes. Est-ce qu'on doit se positionner en victime? Non. Il faut vraiment que l'Afrique arrête de se positionner en victime. Il faut que l'Afrique tire les leçons de tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'évolution numérique, au niveau des avancées, pour pouvoir préparer ces ressources humaines. Parce que nous en avons. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui intéressés à la matière. L'Afrique doit justement tirer les leçons pour anticiper. On a ce problème-là. En Afrique, on n'anticipe rien. On attend toujours que ça nous tombe dessus pour pouvoir dire, bon, on réagit, on fait quoi? Non. On est vraiment dans une posture, pas d'observateur, mais de tireur de leçons. Aujourd'hui, on nous parle du Maroc. Le Maroc est africain. C'est bien l'Afrique. On va dire, oui, mais on s'illustre mal. Non, il ne s'illustre pas mal. Il est en train de nous montrer la route pour dire, regardez, je traite avec les grands, je fais comme eux. Suivez le guide.
Ça, moi, en tout cas, je pense que l'Afrique doit tirer des leçons pour préparer non seulement ses ressources qui sont jeunes, en cybercompétences par exemple. C'est aujourd'hui le domaine qui est en vogue, c'est le domaine sur lequel on peut se positionner pour faire beaucoup d'autres choses, pas seulement pour espionner, pas seulement, mais pour avancer même. Aujourd'hui, on se rend compte que tout est en train d'être digitalisé. Il faut prendre vraiment le train en marche, il ne faut pas se mettre en victime. On n'a pas le temps. On n'est plus dans l'histoire de rester victime. Bon, nous, on ne sait rien faire. On n'est plus dans l'émotion. Voilà, l'émotion, c'est bon. Il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on se dise, ah, les Marocains sont en train de nous montrer que quand on est en relation diplomatique avec un grand, on se comporte comme un grand. Donc, l'Afrique doit cesser vraiment de se victimiser. D'accord. Voilà. Alors, mais, écoutez, docteur Tanobia, donc quand on est en relation diplomatique avec un grand, on se comporte comme un grand. Donc, voilà. Et les grands sessionnent. Ils sessionnent. Oui, c'est ça. Docteur, l'Afrique dans tout ça, et vous êtes d'accord avec docteur Tanobia? Ce qu'elle a dit, c'est pas de victimisation. Ça. Non, il faut se mettre au travail. Comme elle l'a dit, il y a des jeunes dans ce pays qui font du hacking, qu'il faut former, il faut les encadrer, il faut les accompagner. Au lieu de faire ce qu'on appelle ici le broutage pour escroquer les gens, on doit les accompagner pour que leur génie serve à aider le pays à renforcer son système de protection de ces données. Est-ce que vous savez qu'il y a des hackers qui sont là, qui veillent pour prendre le contrôle des banques centrales, des entreprises et tout? Même le réseau des distributions d'électricité d'un pays peut être hacké par des... Donc il faut qu'il y ait des gens, de la même manière il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des gendarmes. Les jeunes, il faut les former. Sur ce plateau, on parlait d'une armée de hackers. Donc pour vous, les États africains doivent penser à créer une armée de hackers. Ça va de soi. Sinon, comment nous allons avoir les outils même pour nous protéger contre les attaques? En fait, c'est un signal. Je peux dire que c'est un signal qui est même, ce n'est plus un signal faible, c'est un signal qui est tellement fort que c'est suffisant pour que nos États organisent les jeunes, on les forme, on met en place les structures comme le Rwanda est en train de le faire, pour que les gens créent des instruments pour protéger nos données. Sinon, nous allons nous faire toujours en train d'être soumis au dictat des autres. Et c'est très important. D'abord, la formation. Ensuite, il faut renforcer le système de protection de tout ce que nous avons ici. Nos chefs d'État doivent, dès cet instant-là, changer de pratique. Les téléphones doivent être des téléphones ordinaires. On nous a raconté, par exemple, que le Premier ministre indien, quand il reçoit ses invités, tous les téléphones portables sont dans une salle et il met la musique à fond. Bon, ce sont des méthodes, parce que lui-même il a acheté Pegasus. Il sait ce que c'est. Donc, aujourd'hui, nos ministres, les diplomates, même les journalistes ne doivent pas se laisser surprendre. Il faut prendre de bonnes habitudes. Et même, je pense qu'il faut monter sur place des laboratoires qui sont capables de faire des recherches et essayer de vérifier les smartphones et autres. Ça, c'est possible. Nous avons des compétences, nous avons des gens ici qui sont passionnés de cela. Il suffit seulement qu'on les encadre, qu'on les équipe, qu'on les forme un peu plus. Ils vont même créer des logiciels qui ont la même valeur que Pegasus. Okay. Donc voilà, ce que moi je peux ajouter aussi, c'est de prendre par exemple, dans cette affaire, de prendre l'exemple israélien. C'est-à-dire, l'unité 8200 est une unité qui existe depuis les années 1952 pour aider à développer le leadership au niveau des jeunes israéliens. Mais de plus en plus, avec le développement de l'économie numérique aussi, les enjeux ont véritablement changé. De sorte que ces jeunes cerveaux-là sont recrutés à l'âge de 16 ans, 18 ans lorsqu'ils sortent des lycées. Et qu'ils sortent des lycées et on les oriente rapidement vers ce domaine, le domaine informatique, pour pouvoir les intégrer dans cette unité-là. Donc c'est une unité où la sélection est très renforcée, donc de sorte que cette crème-là est formée pour pouvoir utiliser cette crème-là comme l'élite au niveau de la guerre, de la cyberguerre qui va se dérouler entre les États. Donc ça veut dire que c'est un travail qu'il ne faut pas prendre à la légère. Israël n'est pas appelé
la Startup Nation par hasard, pour rien, parce qu'ils ont compris que le développement numérique est arrivé à un tel niveau aujourd'hui que pratiquement Israël est pratiquement le troisième pays, je crois, aujourd'hui, même devant la Corée, devant le Japon, aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc il faut pouvoir prendre comme exemple ces cas-là. Et lorsqu'un événement arrive, pour parler de l'Afrique tout à l'heure, c'est vrai, il y a aujourd'hui 7 pays africains, mais je vous assure que après ce scandale, si on peut le dire comme ça, le nombre de pays va augmenter. Donc il faut dire qu'il faut qu'il y ait maintenant la culture de chercher à anticiper chaque fois que de subir, comme ce que Dr Tanobien a dit tout à l'heure. D'accord. Notre mission est pratiquement à sa fin. Hein. Alors, Dr Alexis Kofi-Yeboah, votre mot de fin, des conseils aux pays africains par rapport à l'affaire Pegasus, où allons-nous? Je pourrais dire que d'abord, de telles situations, de tels scénarios vont se multiplier. Nous allons aller, parce que nous sommes actuellement dans l'économie numérique, et donc avec le développement de la 5G, ces choses vont se répéter de plus en plus. Donc nos États, les entreprises doivent se préparer à mieux se protéger face aux hackers. Il y a des armées entières qui travaillent à cela, rien que à chercher à saboter, à pirater un système. Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être deux ans en arrière, il y a une banque de notre pays qui a été piratée. Donc ce sont des choses qui existent. Donc nous devons plutôt renforcer notre système de sécurité. Si ce n'est plus avec les armes physiques, notamment les Kalachnikov, qu'il faut se battre, c'est maintenant avec le numérique qu'il faut faire la guerre. Donc nos États doivent aussi avoir leur armée dans ce domaine. Donc il faut se préparer parce que les choses vont très vite. Et ensuite, il faut, parce qu'il y a un vide, je laisse cette partie à notre expert sur le plateau, il y a un vide, il faut encadrer. Il faut encadrer cela parce que ça touche aux libertés fondamentales des individus. Et donc il faut que les États, même si les États sont faibles, ils peuvent se mettre ensemble, essayer de mettre en place un cadre juridique quand même pour essayer d'encadrer un peu ces choses. D'accord, merci beaucoup. Docteur Tanobien. Alors, je saisis la perche qui m'a tendue pour dire que nos États doivent se bouger un peu. Okay. C'est vrai qu'on parle de législation qui sont naissantes, c'est bon. C'est naissant, maintenant il faut les appliquer. Il faut tester suffisamment les textes qui ont été écrits pour pouvoir voir les faiblesses, pour pouvoir les mettre à jour. Ça, c'est un problème aussi dans nos États africains. Ce sont des textes qui ont été écrits par des personnes. Il faut faire un toilettage. C'est vrai que ça se fait maintenant un peu plus qu'avant, mais on doit vraiment continuer, mettre à jour nos textes, sensibiliser aussi les populations pour dire qu'avec ces histoires de Pegasus, de logiciels espions, on se rend compte qu'il y a une démarcation quand même entre la vie privée et la vie publique. Pour l'heure, on a encore... oui, on est sur le marché de Facebook. Mais le cœur, justement, de ces marchés-là, il faut faire attention. Le cœur, c'est l'information, c'est la donnée. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez publier qui va envoyer des messages, les messages que vous échangez, vos photos, vos vidéos. Il faut faire attention. On n'est pas obligé de mettre tout sur la toile. C'est vraiment le cri de cœur que je lance aux populations africaines. On n'est pas obligé de tout mettre sur la toile. Il y a une limite entre la vie privée et la vie virtuelle. Sauf que quand vous êtes attaqué sur votre vie privée, vous n'avez plus rien. Donc le cœur vraiment de tout ce système qui est en train de se mettre en place, c'est la donnée. Et donc il faut faire attention à tout ce que nous partageons. Et c'est vraiment le message fort que j'aimerais passer aujourd'hui. Moi, je voulais dire aussi que nous assistons de plus en plus à une digitalisation de l'économie. Et cette tendance-là n'épargne pas l'Afrique aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, j'étais sur le plateau d'un de vos confrères, et nous parlions de la création de la monnaie numérique en Afrique aujourd'hui. Beaucoup d'études sont menées, notamment au niveau des banques centrales africaines, pour créer la monnaie numérique aujourd'hui, pour contrecarrer par les crypto-monnaies. Ça, le cas le plus récent, le cas qu'on sait le plus, c'est le cas du Ghana qui a décidé de s'engager pour créer une monnaie numérique. Et je crois, en tout cas, ce que je crois savoir, c'est que la BCEAO est en train de s'inscrire pratiquement dans ce mouvement-là. Et aussi, presque toutes les banques aujourd'hui sont en train de migrer actuellement vers le numérique.
Ce qu'il faut dire, c'est que le téléphone portable a pris une place très, très, très importante, surtout le téléphone intelligent. Le téléphone intelligent devient pratiquement un bureau. Il devient une bibliothèque. Il fait tout à la fois. On a presque toutes les données. On a des données personnelles dedans, des données à caractère privé dedans. Mais dans les données, vous avez tout. Aujourd'hui, avec le développement du commerce électronique, et presque tous les achats se font aujourd'hui à la carte. Mais il faut savoir, lors de notre dernière émission, nous avons parlé de la disparition progressive même des cartes, les cartes Visa. Les gens qui ont commencé à disparaître aujourd'hui, et presque tous les paiements vont se faire à partir de d'ici 2 ou 3 ans, vont se faire à travers le téléphone portable. Donc ça veut dire que lorsqu'on a le téléphone portable, on sait que c'est toute la vie qui s'y trouve. Donc il faut pouvoir anticiper devant toutes ces, ça peut être soit des menaces ou bien ces opportunités qui arrivent, et ne pas attendre pour être surpris au dernier moment. Donc c'est ce que je pourrais recommander, par exemple, aux pays africains, c'est de ne pas dormir. C'est vrai qu'il y a le fossé numérique entre les pays occidentaux et nous. Il faut travailler sur les infrastructures, il faut vulgariser les pratiques, il faut faire en sorte que l'accès, par exemple, aux outils numériques puisse baisser, de sorte qu'une grande majorité de la population puisse avoir accès, par exemple, à Internet. Ça, c'est un moyen très, très important, parce que nous entrons dans une économie dans laquelle il ne faut pas attendre pour être surpris au dernier moment. Okay. Donc, moi, c'est le message que je voudrais laisser. Merci beaucoup. Merci, chers invités, chers téléspectateurs. Notre émission est terminée. Nous parlions de l'affaire Pegasus et ses enjeux et la réaction que les pays africains peuvent avoir. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.